Bien, cinquième cours, ne vous inquiétez pas, celui-là est beaucoup moins méchant que le précédent, qui s'intitule Optimisation numérique d'une fonction. Donc c'est un cours qui est un peu à part, donc c'est quelque chose qui va nous servir un petit peu pour la suite du cours. Donc on va voir que c'est assez orthogonal à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Bon, ce qui m'empêche pas de commencer par un petit récapitulatif du dernier cours, de ce qu'on a fait au dernier cours, ou de ce qu'on aurait dû faire, parce que je suis allé un petit peu vite quand même sur les dernières méthodes. Donc, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Bon, la définition d'une partition, qui était juste quelque chose d'assez intuitif, hein, une partition d'un ensemble. C'est un ensemble de parties de cet ensemble tel que elles sont non vides, 2 à 2 disjointes, et quand j'en fais la réunion, j'ai l'espace tout entier. Donc, c'est ce que, a priori, en langage courant, on pourrait appeler une partition aussi, hein. On a vu donc l'algorithme des K moyennes ou K-means, donc dans lequel on initialise en tirant au hasard 4 K points initiaux, hein. Donc le but c'est de trouver K parties à l'intérieur d'un ensemble de points. Donc on prend K points initiaux et on affecte ensuite chaque point de notre nuage au point central le plus proche. D'accord? Donc juste avec une distance, quoi. Une fois qu'on a fait ça, on recalcule les points centraux en refaisant la moyenne des points qui sont dans le même cluster. Cluster, c'est le même groupe. Si ça n'a pas changé les groupes de points, on s'arrête, sinon on recommence, quoi. On recommence, on recalcule, on réaffecte chaque point à son point central le plus proche, ce qui nous donne des groupes. On recalcule la moyenne de ces groupes, etc., etc. Ça va, c'est clair pour tout le monde cet algo? D'accord? Donc vous le reverrez si ce n'est pas déjà fait en TME et un peu en TD sans doute. Alors la classification ascendante hiérarchique, on n'en a pas parlé beaucoup. Il faut dire que c'est quand même beaucoup moins utilisé que le K-means. Donc la méthode, c'est une méthode où on part du bas pour aller vers le haut. Donc le bas, c'est au début, on fait un groupe par donnée. Et après, on choisit de fusionner, à chaque étape, de fusionner deux groupes. D'accord? Donc au début, il n'y a que des singletons. Donc parmi toutes les paires de singletons que je pourrais choisir, j'essaie d'en choisir deux qui sont pas mal. Et le critère pas mal, c'est tel que ça, c'est maximal. D'accord? Donc le nombre, si c'est un groupe G et un groupe L, je peux calculer la moyenne du groupe G, enfin le point moyen du groupe G, le point moyen du groupe L, et le point moyen si je réunissais le groupe G et le groupe L. Je fais ces différences ici de vecteurs là et je prends leur norme, ça fait la distance entre ces deux points, entre le point central G et le point central GL, je prends sa distance au carré. Aussi entre le point central L et le point central GL, je prends sa distance au carré. Je pondère ça par le nombre d'éléments qu'il y a dans le groupe G et le nombre d'éléments qu'il y a dans le groupe L. Ça me donne une certaine quantité. Je peux faire ça pour tous les groupes G et tous les groupes L que je peux avoir. Et à la fin, je prends seulement celui où cette quantité-là est maximale. Le L et le G pour lequel ça c'est maximal. Et je décide de les fusionner. Donc ça fait que j'ai un groupe de moins du coup. D'accord? Quand j'ai fusionné deux groupes, ça m'en retire un en quelque sorte, quoi. Et je fais ça jusqu'à ce qu'à la fin, j'ai plus qu'un seul gros groupe qui contient tout le monde. D'accord? Ou je m'arrête quand je veux aussi, quand j'ai un nombre de groupes qui me satisfait aussi, hein. C'est une manière de voir. Mais je peux avoir, effectivement, je peux monter jusqu'à un seul groupe, quoi. Donc ça donnait les dendrogrammes que j'avais mis à la fin. Donc quelques propositions aussi à retenir, hein. Quand on a un ensemble fini, le nombre de parties de cet ensemble E, s'il est cardinal n, c'est 2 puissance n. Hein, on avait montré la démonstration et pour les informaticiens, c'était juste pour définir un ensemble en binaire, c'est juste un nombre binaire où il y a un 1 quand le truc est dedans et 0 quand il n'est pas dedans, quoi. Et 2 puissance n, c'est justement exactement le nombre d'entiers qu'on peut écrire en binaire, un nombre d'entiers positifs qu'on peut écrire en binaire sur n bits. On avait vu la décomposition de la dispersion, avec la dispersion totale qui donnait, en fonction d'une dispersion intergroupe et une dispersion intragroupe. On se souvient que ce genre de formule-là, on les avait déjà vues avant, ça ressemble à la formule de Huygens, ouais.
Voilà, donc une formule comme ça où xi c'est le im point, hein, comme d'habitude, x bar bar c'est le point central de tous les points, et x bar g c'est le point central juste pour un sous-groupe G. Donc ça nous donne une formule comme ça. Donc on avait vu aussi donc, que le K-means converge à un nombre fini d'étapes, je crois que je vous avais juste montré la démonstration, mais très rapidement, hein, qui converge à un nombre fini d'étapes vers un minimum local de la dispersion intragroupe. Donc quelque part, ça optimise quelque chose, mais bon, c'est juste un minimum local. Hein. Vous voyez bien la différence entre un minimum local et un minimum global. Hein. Il faut avoir une fonction qui a plein de petits minima locaux là au-dessus là, donc elle oscille un petit peu comme ça, on imagine, ça fait à chaque fois un petit minimal local quoi, et puis après elle redescend comme ça. Hein. Votre minimum global il est là quoi, mais à chaque fois votre algo il retombe dans un machin qui est ici quoi, hein. D'accord? Donc ça garantit pas que ça va donner un bon résultat. Comment je fais pour essayer de voir si je peux pas améliorer mon K-means en fait, quoi. Sachant qu'il tombe toujours dans un minimum local. Ce que je peux faire, c'est essayer de changer l'initialisation, voilà, et donc en espérant qu'il tombe dans un autre minimum local. Voilà. Et la méthode de Ward, ça optimise, donc ça optimise pas la même chose. Hein. Ça tombe aussi dans un minimum local, mais la méthode de Ward, ça augmente la dispersion intragroupe de façon minimale, hein, en maximisant ce machin-là. Voilà. Donc voilà, il y a des questions sur ce cours 4 ou pas? C'est le moment, oui. Non, pas vraiment. Ou sinon, ça serait une autre méthode qui serait plus efficace. Mais le problème, c'est que, a priori, non, pas vraiment, quoi. Au moins, on les prend parmi les données, donc ils sont pas complètement absurdes, quoi. D'autres questions? Pouf. Alors, dans ce cours numéro 5, on va voir, donc, comme je dis, c'est assez orthogonal à tout ce qu'on a fait. Hein. Donc, ça va être des nouveautés. Il y a peu de démonstrations, et puis c'est vraiment des petites démonstrations de rien du tout que vous avez vues en terminale, quoi. Hein. Ou même qui sont vraiment super intuitives, quoi. Donc, je compte sur vous pour me faire des suggestions à ce moment-là. Donc, on va voir comment on trouve les zéros d'une fonction, ou les racines. Donc, comment on trouve le x qui annule une fonction. Comment on peut trouver de manière numérique. Hein. Donc, c'est que des méthodes numériques. C'est pas des méthodes de résolution comme, par exemple, pour un polynôme du second degré, où vous avez des formules toutes faites qui vous disent c'est quoi les deux racines du polynôme quand elles existent. Hein. Donc là, c'est méthodes numériques, donc des méthodes approchées. On va voir ensuite comment minimiser une fonction, donc trouver son minimum, ou un minimum si c'est des minima locaux, et ensuite comment minimiser une fonction de plusieurs variables. Donc une seule variable, c'est ce que vous connaissez, plusieurs variables, par exemple 2 variables, ça veut dire que en fait notre fonction c'est plutôt elle est bien régulière notre fonction. Donc une fonction classique à une variable, c'est une ligne, hein. Elle est continue. Hein. Et là, les fonctions, par exemple, de 2 variables, ça va être une surface. Hein, et on va essayer de trouver est-ce qu'il y a une cuvette quelque part avec un point qui est le plus bas possible. D'accord? Donc on va voir ça. Mais on va commencer donc du coup par l'annulation d'une fonction. On va avoir 3 méthodes, la méthode par dichotomie, la méthode du point fixe et la méthode de Newton. Qui connaît déjà la méthode par dichotomie? Ouais. Donc ça va aller assez vite, quoi. Qui connaît la méthode du point fixe? Un petit peu moins, ouais. Et la méthode de Newton? Un petit peu. Ouais. Ok, bon, la dichotomie, ça va être le. On va le voir rapidement. Donc, tout d'abord, c'est quoi notre but là? Donc, c'est d'annuler une fonction. Donc, déterminer la racine qu'on va appeler x étoile. Souvent, quand on met une étoile comme ça veut dire que c'est l'optimum. Enfin, c'est l'optimum qu'on cherchait. C'est notre solution, quoi. Donc, déterminer la racine d'une fonction, c'est trouver la solution de l'équation f de x égale 0. D'accord? Avec le x étoile qui serait la solution. On appelle ça des fois pas forcément. En général, on appelle ça racine pour les polynômes. Sinon, on appelle ça aussi les zéros d'une fonction d'un polynôme. C'est zéro parce que c'est là où ça s'annule. Donc là, par exemple, j'ai un graphe de la fonction qui à x associe 1 moins x plus exponentielle de moins 3x. Ici, quand je la trace entre moins 0,5 et 1,5, ça donne cette courbe noire ici. Je constate ici, il y a un trait, ça c'est juste l'axe des ordonnées là. L'axe. C'est quoi son équation de cette droite là?
x égale 0. C'est celle-là, y égale 0. Ça, c'est x égale 0. Et là, vous avez en rouge, en fait, là où se trouve la racine de notre fonction, là, le 0, là où elle s'annule. Donc, c'est ce qu'on cherche, en fait. Le x étoile, il est là. C'est là où, où la courbe croise l'axe des abscisses. Donc, c'est ça qu'on cherche. On cherche le x étoile. Alors, on va faire quelques rappels un peu avant. Donc, la dérivée. Le signe d'une dérivée, d'une fonction, ça indique son sens de variation. C'est le truc principal que vous avez vu en première en terminale, vous l'avez vu et revu. Donc, par exemple, sur cette fonction-là, si je la dérive, est-ce qu'il n'y aurait pas un... Alors, dérivée de 1, 0, donc il n'apparaît pas. Dérivée de moins x, moins 1, il est là. Dérivée de l'exponentielle de moins 3x. Donc, on dérive ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle. Donc, dérivée de moins 3x, c'est moins 3. Et je remets exponentielle de moins 3x. Dérivée de l'exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Donc la dérivée, c'est ça. A priori, moins 1 est négatif. L'exponentielle étant toujours positive, moins 3 fois l'exponentielle, c'est toujours négatif. Donc tout ça, c'est toujours strictement négatif. Même. Voilà, avec cet argument-là, quoi. Et on a des limites. Donc en moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc en moins l'infini, lui, il compte pas. Si je fais tendre vers moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Voilà, il n'y a pas de forme indéterminée. Et si je fais tendre ça vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Et l'exponentielle vers moins l'infini, elle tend vers 0. C'est jamais un problème. Hop, ça règle. Alors, ce problème, c'est qu'elle reste. Comment elle peut faire pour être tout le. Ah non, mais ça, c'est pas F, ça. Ok. Donc, on oublie ça. C'est celle-là qui m'intéresse. Est-ce que quelqu'un suit ici? Il faut hurler, quoi. Et remettre son masque. Oui, voilà, c'est limite de f de x qui est là, quoi. Donc, ça change rien. Donc, effectivement, pour moins l'infini, lui, il tend vers plus l'infini. Et lui, il tend vers moins l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée, moins l'infini plus l'infini. Mais en réalité, l'exponentielle avec ses gros biscottos, c'est elle qui va gagner. D'accord. Bon. Ensuite, si je fais tendre vers moins l'infini, ça tend vers 0. Ça reste à 1. Donc, lui, il va tendre vers plus l'infini. Avec un moins, il va tendre vers moins l'infini. On est bon. D'accord. Donc, elle est continue. Et elle prend des valeurs, en gros, avec le théorème des valeurs intermédiaires, c'est les continues, quoi. Si elle tend vers plus l'infini, il y a un moment, elle va prendre une valeur positive. Si elle tend vers moins l'infini, il y a un moment, elle va prendre une valeur négative. Et donc, entre les deux, elle va forcément s'annuler. Donc, en même temps, on trouve que f de 0 égale 2. Et donc, l'optimal, c'est x étoile. Il y a un minimum, a priori. Et, enfin, non, pardon, c'est pas un minimum. Il y a une annulation de la fonction. Et en même temps, on peut dire qu'il est aussi positif. Puisque en f de 0, ça vaut 2. Et ensuite, ça tend vers moins l'infini, quoi. Donc, si vous dessinez un tableau de variation, vous verrez bien que notre solution, elle se trouve dans les positifs. Bon, c'était juste pour rementionner ça, quoi. Donc, théorème des valeurs intermédiaires, si vous avez une fonction continue, vous avez une valeur positive et une valeur négative. Entre les deux, il va forcément s'annuler. Comment je garantis que la solution est unique? Non, alors ça, c'est juste pour les polynômes, ça. Là, je parle de fonctions en général. Ça. Non, ça me dit... Oui. Ouais, c'est strictement monotone, ouais. Si la fonction f est strictement monotone, soit elle est strictement croissante, soit elle est strictement décroissante, quoi. Donc, si vous avez ça, vous avez la garantie de l'unicité de l'annulation, quoi, sur l'intervalle considéré. Hop. Donc, une fois vu ces petits rappels, alors la méthode par dichotomie, elle, n'utilise pas de dérivée, elle. Tout ce qu'on fait, c'est, en gros, on prend, alors vous ne laissez pas impressionner par la notation, min et max, ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'ai un intervalle, x min, x max. Voilà. Donc le x min, c'est la borne à gauche de l'intervalle, le x max, c'est la borne à droite de l'intervalle. Et ce qu'il y a au-dessus, entre parenthèses, c'est quoi?
l'ai déjà représenté comme ça la dernière fois. C'est l'étape de l'algorithme, en fait. D'accord? Quand vous avez vu, si vous relisez les transparents de la semaine dernière, un parcours où il y avait des H ou des nombres entre les parenthèses comme ça, c'était juste à quelle étape de l'algorithme on se trouve. Donc là, on est à l'étape 0, on fait juste l'initialisation. Donc je choisis 2 points. Je ne choisis pas n'importe comment, tel que, voilà, ma solution que je cherche, elle soit entre xmin et xmax. D'accord? Sinon, il ne va pas trouver. Donc on fait l'hypothèse qu'il y a une solution entre les deux. Que la fonction s'annule quelque part entre xmin et xmax. Parce que si elle ne s'annule pas entre, si on n'est pas sûr, après, l'algorithme ne va pas forcément donner quelque chose. On se donne aussi une précision epsilon qui va juste nous indiquer quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on est satisfait de la solution approchée qu'on va obtenir. D'accord? Donc là, on vous dit xh. Donc x à l'étape h, c'est la moyenne des xmin et xmax à l'étape précédente. Ça consiste à prendre quoi? Le milieu, en fait, de l'intervalle xmin, xmax. D'accord? Donc vous avez ici votre truc. Là, vous avez xmin. Là, vous avez xmax. Donc, par exemple, à l'étape h moins 1, et lui à l'étape h moins 1 aussi. Vous avez une fonction qui se balade là-dedans. Là. Bon, elle s'annule au moins 2 fois, là, voire 3. Bon, on s'en fiche un peu de la fonction là pour l'instant. Et là, effectivement, je prends le milieu du truc là, et je dis que c'est mon x à l'étape h. Voilà. Bon. Excusez-moi, je vais changer légèrement mon dessin. Oh. Bien. Bon, là, les solutions des deux côtés, je veux quand même montrer cet exemple-là. Bon, après, on va regarder, donc avec ce milieu-là, on va regarder, notre problème, c'est de choisir ensuite, est-ce que je garde ce demi-intervalle-là ou est-ce que je garde ce demi-intervalle-là? Là, on va garder lequel, a priori? D'après ce qui est dit ici, et en toute généralité, vu que vous avez tous vu la méthode par dichotomie, m'avez-vous dit? Je garde celui de droite, pourquoi? Oui, mais elle s'annule aussi ici. Et là, on n'en sait rien si elle s'annule ou pas pour l'instant. C'est juste le but de la méthode. Donc, je choisis l'intervalle de gauche ou l'intervalle de droite? D'après ce qui est écrit là. Vous avez peut-être lu. Allez, qui vote pour la partie de gauche? Personne. Qui vote pour la partie de droite? Ça fait un peu plus de monde. Il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas d'avis là. Bon, on garde la partie de droite. Pourquoi? Parce que là, elle est positive et là, elle est négative. Et si elle est continue, c'est-à-dire qu'elle s'annule entre les deux. Alors que là, elle est positive. Là, elle est positive aussi. Effectivement, elle s'annule, même 2 fois, mais il n'y a rien qui nous le garantit. D'accord? Là, on le voit sur le dessin, mais l'algo, il ne voit rien. D'accord? Donc, on va choisir, on va conserver uniquement celui-là. Ça veut dire que le nouvel Xmax avec un H, lui, ça va être le même que le Xmax avec le H-1. Et le Xmin de H, ça va devenir le XH. D'accord? Donc, c'est ce qui est dit ici. Donc, s'ils sont de même signe, autrement dit, si leur produit est positif, quand on multiplie deux trucs de même signe, c'est positif. À ce moment-là, on prend la partie de droite, c'est-à-dire que le xmin devient le xh. Le xmin, là, hop, maintenant, c'est le xh ici. Donc, je ne m'intéresse plus qu'à cette partie-là. Sinon, si c'est le contraire, c'est le xmax qui devient xh, et donc je m'intéresse que à cette petite partie-là. D'accord? Donc là, c'est très formalisé, mais tout le monde a bien compris comment ça marchait. À chaque fois, je coupe en deux. Je fais f de x ici fois f de x ici. Si c'est positif, c'est qu'ils ont le même signe. C'est pas lui. Si je fais f de x ici, f de x ici, et qu'ils sont en signes différents, je sais que ma solution est à l'intérieur. D'accord? Donc là, c'est bien marqué strictement positif. Qu'est-ce qui se passe si c'est égal à 0?
On est bien embêté. Il n'y a pas le cas où c'est égal à 0 là. Oui. Ouais, c'est qu'on a trouvé la solution, hein. Tout simplement, quoi. Donc, on a même plus gagné que d'habitude, quoi. D'accord. Et donc, on s'arrête en fait quand l'intervalle, l'écart de l'intervalle entre x max et x min, là, donc la largeur de l'intervalle est plus petite que epsilon. Ce qui va donner une précision à epsilon près, quoi. D'accord? Parce que si à gauche de mon intervalle, ma valeur c'est 1,005 et puis à droite c'est 1,006, bah, j'ai une précision de 0,001. Oui, c'est une question. Le seul moyen, en fait, une fonction, si elle est continue, je sais qu'elle s'annule entre si f de ce point-là est positif et f de ce point-là est négatif. Ça veut dire que là, la fonction est dans les positifs, au niveau de ce point-là. Là, elle est dans les négatifs. Donc, entre les deux, elle va bien s'annuler, quoi, si elle est continue. Par contre, dans ce cas-là, là, on ne peut pas le garantir. Elle est positive de ce côté-là, elle est aussi positive de ce côté-là. Donc là, je ne peux pas être sûr qu'il y a une solution là. Si ça se trouve, ma fonction, elle sera comme ça ici. Là. Et donc, elle s'annulera jamais. Quoi. D'accord? Une autre question? Ok, bonjour. Donc, un petit exemple ici. Oui, une question. Ouais. Bah, c'est pareil en fait. Quoi. On va faire un petit dessin avec une parabole. C'est de la place là. Non, non. Mais si j'ai une parabole, genre ça, quoi. J'ai deux. C'est le. Non, donc là, non, c'est pas bon. Je me mets un axe. Attends, je vais prendre ma fonction en noir. Donc j'ai une parabole comme ça. J'ai mon axe des abscisses qui est là. Déjà, il faut choisir un x min, un x max qui soit, par exemple, x min ici et x max. Enfin, x max, je pourrais le prendre au milieu. Je peux le prendre là. Ça n'a pas d'importance en fait, quoi. Mais bon, pour simplifier le truc, je pourrais le prendre là. Ce qui veut dire qu'en fait, ce que je cherche, moi, c'est essayer de trouver cette annulation-là. Mais c'est quoi le problème que tu vois avec la parabole? C'est qu'elle s'annule deux fois? Bon, c'est-à-dire que s'il est là, bah là on va, bah, s'il y a les deux choix possibles, on prend n'importe lequel des deux, hein, ça n'a pas d'importance. C'est juste qu'il y a une solution dans l'un et une solution dans l'autre. Donc à ce moment-là, soit on continue avec deux algos pour trouver les deux, si on veut les deux solutions. De toute façon, la méthode par dichotomie, elle ne trouve une seule solution à la fin, même s'il y en a plein. Hein. Ce qui était déjà le cas dans mon exemple ici, j'ai plein de solutions, mais il va m'en trouver qu'une seule à la fin. D'autres questions? Ok, pouf. Mais ce sera le variable pour toutes les méthodes. Hein. Si vous avez plusieurs annulations, il va forcément, il va en trouver qu'une seule. La méthode n'en donne qu'une seule. Ok, donc un petit exemple là, numérique avec des calculs effectués donc sur un ordinateur. Donc initialement, j'ai mon x min ici à l'étape 0. J'ai mon x min qui vaut, ça vaut combien ça? C'est pas exponentiel ça. C'est x 10 puissance. C'est une notation scientifique hein, sur les calculettes ou sur les ordi quoi. Donc ça, c'est moins 0,5. C'est 10 moins 1, fois 10 puissance moins 1 ici. Donc ça, c'est moins 0,5. Là, c'est 1,5. Donc là, je le vois sur ma courbe ici. Enfin, on le voit. Je le vois à peine. Là, c'est moins 0,5, là où je mets mon truc, là. Moins 0,5 ici. Et là, c'est 1,5 ici. D'accord? Donc là, je pars des pointillés bleus à gauche et à droite, là. Ça, c'est mon intervalle de départ. Je vérifie qu'ici, en... Pourquoi il est à 1,5 Ok, bon. Je rajoute un moins devant ici. Donc, je vérifie qu'en moins 1,5, c'est-à-dire ici, elle est positive. On le voit, hein. Hop, on va aller beaucoup plus haut, mais voilà. Donc, la courbe qui est là, en moins 1,5, elle est positive. En 3,5 à 1,5, elle est négative. Donc là, je suis sûr qu'il y a une solution entre les deux parce qu'elle est continue. Donc ça, c'est mon initialisation. Le XH, c'est la moyenne des deux. Là, on voit que c'est 0,5, hein, qui est le milieu entre
moins 0,5 et 1,5. Donc 0,5, le milieu, il est là. Et maintenant, il faut que je choisisse, est-ce que la solution est ici ou est-ce qu'elle est ici? Bon, on la voit très bien qu'elle est là. Déjà, elle est indiquée sur tous les schémas, elle sera indiquée en rouge. Hein. Donc, on voit qu'elle est là. Donc, on ne va conserver que cet intervalle-là, c'est-à-dire qu'on va garder le même x max. Par contre, le x min, il va changer. Donc, le x max, vous voyez, c'est le même. Et le x min, ici, il a changé. On a pris la valeur du milieu, là, xh. Pouf. Donc là, vous voyez bien pourquoi on a choisi celui-là. Parce qu'on a constaté que x min était de signe enfin, x min et x max étaient déjà de signes différents, mais avec le milieu était positif, donc il est signe différent du x max. Donc c'est le x max que je conserve. Et c'est le x min que je change, parce que là, ils sont de signes différents. On peut continuer l'algo et tout ça. Donc ce que vous pouvez constater là, c'est que donc tantôt c'est x min qui change, tantôt c'est x max qui change, et vous voyez que ça se resserre pas mal les deux bornes de l'intervalle. Hein. À la 20e itération, j'ai combien de chiffres en commun significatifs? J'ai 6 chiffres significatifs en commun. Donc j'ai déjà au moins une précision de ça. D'accord? C'est pas la méthode la plus efficace, hein. Mais bon, ça marche pas mal. Des questions là-dessus ou pas? Ça, c'est juste l'exemple et tout ça, quoi. Si vous avez bien compris la méthode, c'est juste la même chose qui est juste écrite comme ça, avec des nombres écrits un peu barbares. Alors, donc si c'est OK pour la dichotomie, on peut passer à la méthode du point fixe. La méthode du point fixe est encore plus simple à faire tourner. C'est que, bon, au lieu de essayer de chercher la solution d'une équation f de x égale 0, hein, de chercher le x, solution de f de x égale 0, on va chercher la solution dite de point fixe, c'est-à-dire une solution de type g de x égale x. Et en fait, si vous avez trouvé cette solution, hein, elle est fixe, elle est invariante, hein, c'est-à-dire que si vous avez la solution, vous allez avoir g de x étoile qui vaut x étoile. Et vous voyez que ça peut fournir, dans certains cas, un moyen aussi de résoudre les équations f de x égale à 0. Il suffit de poser g de x égale f de x plus x. Puisque si x annule f de x, vous allez bien vous retrouver avec un x qui fait g de x égale 0 plus x. Donc g de x égale x. D'accord? Donc pour utiliser une méthode de point fixe sur n'importe quelle fonction dont vous cherchez l'annulation, vous prenez cette fonction, vous lui rajoutez x, et après vous allez appliquer la méthode de point fixe qui est juste écrite ici. Je te l'ai déjà dit en plus. Hein. Donc je choisis une précision epsilon et un x quelconque, on va dire. Et ensuite, à chaque fois, on va calculer le x suivant, c'est juste g de x précédent. Donc j'applique g à chaque fois sur mon approximation que j'ai. Et plus j'applique g sur l'approximation que j'ai, bah plus normalement, si on a les bonnes conditions, ça va converger vers la solution. D'accord? Donc encore plus simple que la dichotomie, il n'y a pas l'histoire d'intervalle à couper en deux et tout ça, quoi. J'ai ma fonction g, j'ai mon nombre 3, bah je fais g de 3. Ça me donne une valeur, je refais g dessus, g de 3. Puis g de 3. Etc. etc. Donc on prend le résultat qu'on a déjà trouvé, on refait g de ce résultat et ça me donne une approximation encore un peu meilleure. Et je m'arrête quand? Bah, quand entre deux solutions successives, deux approximations successives, si l'écart entre ces deux-là est petite, donc plus petite qu'un certain epsilon que j'ai choisi au départ, une certaine précision que j'ai choisie au départ, à ce moment-là, je m'arrête. Alors on va le voir sur un exemple pour mieux comprendre. Alors, ça va, c'est les 10, c'est des. Il n'y a pas de. Alors, si, là, il y en a, mais c'est que des fois 10 puissance 0, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas d'exposant. Donc, je prends la même fonction 1 moins x plus exponentielle de moins 3x, donc celle de tout à l'heure. Je vais poser f de x plus x. Hein, g de x égale f de x plus x pour vous dire que, en fait, maintenant, je vais chercher le point fixe de g. Et si je trouve un point fixe de g, j'aurai trouvé une annulation de f. Donc, si je rajoute x, hein, ça va éliminer le x qui est là. Hein, il ne me reste plus que 1 plus exponentielle de moins 3x. Et donc là, c'est parti. Je pars de 0, par exemple. J'applique g dessus, ça me donne 2. Je reprends le 2, j'applique g dessus, ça me donne 1,002479.
Je le reprends, je rapplique G dessus, ça donne 1,0484, etc. Je le reprends. Hop, et vous voyez déjà là, à partir de la 7e itération, ça bouge déjà plus, quoi. Donc déjà, elle semble beaucoup plus rapide que la méthode par dichotomie. Bon, malheureusement, elle ne marche pas à tous les coups, celle-là. Alors, vous avez peut-être, si on peut regarder un peu le schéma ici, qu'est-ce qu'il représente. Donc, le point qu'on cherche ici, donc vous avez la fonction ici qui est en noir. Je ne sais pas pourquoi elle s'arrête là, enfin elle continue comme ça normalement. Donc la fonction, vous l'avez en noir ici. En rouge, c'est le x étoile que je cherche. Et en fait, résoudre g de x égale x, le point fixe de x, en fait, c'est l'intersection de la courbe avec, ici, ce qu'on appelle la première diagonale, la droite d'équation y égale x. D'accord? Donc, c'est l'intersection de ça avec cette droite-là. Dès que vous le trouvez, ça vous donne, enfin, c'est votre solution optimale. Et en fait, comment fonctionne l'algorithme? Vous partez d'un x donné. Donc, ici, on est parti de x égale 0. Là, hein. D'accord? Donc, je pars de x égale 0. Je vais prendre du vert. Vous voyez, là, je suis sur x égale 0. Je me rends jusqu'à la fonction. Paf. D'accord? Donc, ça, c'est f de x0. Ça. Et ensuite, ce f de x0, il faudrait que je le rebalance sur l'axe des abscisses pour pouvoir retrouver ensuite le f de x0. Quoi. Donc, pour le ramener sur l'axe des abscisses, justement, j'ai une équation y égale x. Donc, je vais vers ma droite d'équation y égale x, pouf, et je rejoins ma fonction maintenant. Là, maintenant, je suis sur le bon x ici. Et c'est quoi le f de x ici? Bah, c'est juste, j'y vais, quoi. Je vais sur la fonction. Je vais vers la diagonale, je vais vers la fonction. Je vais vers la diagonale, je vais vers la fonction. Bon, alors là, ça converge assez vite. Mais si on zoomait un peu, on verrait peut-être un escargot comme ça qui s'approche de plus en plus de la solution. D'accord? Donc la méthode de point fixe, c'est vraiment ça, quoi. Hein. Je pars de mon truc initial, je vais vers la droite, je vais vers la diagonale, je retourne vers la fonction, je retourne vers la diagonale, je retourne vers la fonction. Je crois que j'ai d'autres exemples qui doivent traîner. Donc l'algorithme de point fixe, il ne converge pas forcément. Donc là, je vous ai montré un cas où ça marchait bien. Donc ça ne va pas forcément vers une solution de l'équation x égale g de x. Donc un autre exemple ici, la fonction f de x égale x exponentielle de x moins 1 moins x. Donc chercher une solution de l'équation. Donc de g de x égale x, donc je vais faire plus x. Donc ça va me donner, donc f de x plus x, ça va me donner x exponentielle de x moins 1. Il y a le x ici qui va disparaître. Donc ma fonction g, c'est g de x, c'est x exponentielle de x moins 1, oui. Comment on sait si on doit l'utiliser ou pas? Bah, je pense que je l'ai mentionné juste après, il faut que la fonction soit contractante. Je vais juste le dire après, mais on peut avoir des hypothèses qui font que on peut vérifier que ça peut marcher. Quoi. Donc cette équation admet en fait deux solutions ici. Vous les voyez, deux solutions ou pas? Sur cet exemple-là. Elles correspondent à quoi les solutions? Dans mon algo du point fixe? C'est bon, c'est les deux droites rouges, enfin les deux droites rouges, c'est surtout les schémas que je vais faire, c'est fera des solutions. Mais c'est moi qui les. Enfin, c'est moi. On les a rajoutés sur le schéma pour indiquer effectivement où se trouvent les solutions pour les voir tout de suite. Mais ce que j'ai dit, c'est que les solutions, les points fixes d'une fonction, c'est l'intersection de la courbe avec la première diagonale qui est là. D'accord? Et donc là, on voit bien qu'elle le coupe deux fois. La première diagonale et la fonction là, elle se coupe ici et ici. D'accord? Et c'est pour ça qu'après, on a rajouté les machins rouges. Et seulement après. Donc là, par exemple, il y a deux solutions. Donc une à moins 1,35 qui est celle-là, et une à 0,806 qui est celle-là. Je pense qu'il y a un certain nombre de schémas là où on ne va pas voir grand-chose. Mais par exemple, ici, là, si je pars de moins 4, c'est-à-dire ici, donc partez de moins 4, là j'ai mis un petit point vert là,
Donc, moins 4, vous partez vers la fonction, vous allez vers la diagonale, vous repartez vers la fonction, etc. Elle va finir par converger vers la première solution, là, celle-là. Ici, c'est pas, si vous partez de 0, je pars de 0, alors il est où le 0? Il est là. Je vais vers la fonction, je vais vers la droite, je vais vers la fonction, je vais vers la droite. Voilà, donc ça va faire un petit escalier comme ça. Et elle va converger aussi vers, pardon, converger aussi vers cette solution-là. Il y a deux solutions, la rouge qui est là, et là, celle qui est en pointillé, là, c'est une autre solution qui est, mais qui pour l'instant on n'a pas atteinte. Si je regarde maintenant ici, là, cette fois, je mets en 0,7. Donc 0,7, c'est là. Je suis très proche, hein, je suis là, hein. Donc à ce niveau-là, hein. Je suis très proche de ma solution en pointillé là, et regardez ce qui se passe. Hop, 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 et je retourne à l'autre. Et ici, je me mets en 0,9, c'est-à-dire 0,9 c'est ici, hein, je vais partir d'ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je pars de là, je vais vers ma fonction, je vais vers la diagonale, je vais vers ma fonction, je vais vers la diagonale, je vais vers ma fonction. On est parti. Donc ça ne convergera pas. Donc, c'est là qu'on vous dit effectivement, la première solution qui est là, elle est attractrice. D'accord? Donc, elle attire l'algorithme, quoi. Elle va avoir tendance à attirer la solution de l'algorithme, alors que l'autre est répulsive, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas l'atteindre en réalité, quoi. À chaque fois, on s'en éloigne, quoi. Elle repousse nos tentatives, quoi. Et donc, quand on part à gauche, ça va, on va retomber sur l'autre solution, mais quand on part à droite, on ne trouve plus rien, donc on part dans les infinis. Donc, voilà. Donc, c'est pas une méthode infaillible comme ça si on vérifie rien. On va peut-être tomber sur une solution, soit on va diverger, on va diverger, quoi. Et puis ça, éventuellement, on peut s'en rendre compte. Hein, si nos X commencent à devenir très grands et tout ça, on va peut-être se dire que si on s'était plutôt dit que les solutions étaient dans ce coin-là et qu'on est en train de partir à l'infini de ce côté-là, on va se dire qu'effectivement, il faut peut-être mieux s'arrêter parce que on ne va rien trouver. L'écart à chaque fois entre deux trucs ne fait que croître, quoi. Alors, un truc en rouge là. Donc, c'était ta question. Hein. Donc, la convergence du point fixe dépend de la valeur de la dérivée au voisinage de notre solution. Et en fait, l'algorithme il converge si la valeur absolue de la dérivée est strictement inférieure à 1 au voisinage de x étoile. Donc, c'est quand on dit que la fonction est contractante. Donc, vous avez jamais entendu parler des fonctions contractantes, c'est pas très grave. Quelqu'un a entendu parler des fonctions lipschitziennes? Oui. Bon, voilà, il faut qu'elle soit lipschitzienne avec un k qui soit strictement plus petit que 1, entre 0 et 1. Et à ce moment-là, c'est une condition qui fait que là, on est sûr d'avoir une solution. D'accord? Donc la démonstration de ce théorème, donc ça fait appel au théorème des valeurs intermédiaires. Je ne vais pas le démontrer. Ah, vous êtes non, vous n'êtes pas content. On va pas le démontrer celui-là, quoi. C'est un peu compliqué. Et donc on peut quand même le vérifier ici, hein, les conditions d'application de ce théorème. Si je reprends ma fonction là, juste avant là, celle-ci, avec qui on a fait ces exemples-là. Si je regarde la première solution x1 étoile, si je calcule sa dérivée en ce point-là, je trouve que c'est moins 0,0907. Donc c'est strictement inférieur à 1 en valeur absolue. Alors que la deuxième solution, celle qui était répulsive, là, on va l'appeler comme ça, ouais, la répulsive, elle en valeur absolue, là, la dérivée en ce point-là, elle est plus grande que 1. Donc c'est pour ça. Donc évidemment, ça fait comme si on savait déjà où elles étaient. Et après, on regarde effectivement si on aurait pu s'en approcher ou pas. Évidemment, ça ne résout pas un problème pratique. Mais si on voit que notre fonction g, sa dérivée sur un certain intervalle est plus petite que là et qu'en même temps, elle prend des valeurs positives et négatives, à ce moment-là, on peut appliquer la méthode du point fixe, on est sûr que ça va converger. D'accord? Alors, il me semble que vous avez, par exemple, en Python, il me semble que vous avez utilisé une méthode de point fixe, non? Pour approximer quelque chose. Pas encore? Je donne Python aussi, hein, donc je sais que...
Il y a quelqu'un, enfin, vous êtes plusieurs groupes, il y a forcément un groupe qui va au moins faire cet exo, quoi. Non, mais les Y, c'est chez moi, ça. C'est en sciences des données. Je parle en Python, en monsieur Python. Hum. Oui, enfin, il y a deux groupes qui font un faux NSC, ce qui nous laisse trois bons groupes qui font pas un faux NSC, quoi. Est-ce que vous vous souvenez d'un exo de TD ou de TME dans lequel vous faites des approximations? Oui, vous approximez quoi? De? De pi? Non, ça serait un peu hardcore, quand même. Pi? Vous avez approximé pi? Personne? Et quand même, là. Non? Moi, je l'ai fait avec mon groupe, mais ils sont 11, eux. Vous n'avez pas fait l'approximation de racine de 2, hein? Vous êtes quoi? Bon, il y a un exo. Il y a un exo, vous approximez racine de 2, c'est une méthode de point fixe, quoi. On vous donne une suite, on vous donne soit la suite machin, vous l'appliquez plein de fois votre fonction dessus, quoi, et, ça tend vers racine de 2. Bon, c'est une méthode de point fixe. Tant pis. C'est bon pour la méthode de point fixe? D'accord? Bon, en gros, on a vu dichotomie point fixe pour voir qu'il y a une variété de méthodes qui permettent de trouver des annulations de fonctions, mais a priori, c'est le seul, enfin, on va plus les utiliser vraiment, puisque là, on va faire quelques rappels et on va voir la méthode de Newton, et c'est surtout celle-là qu'on va utiliser, quoi. D'accord? Donc, on les a refait pour votre culture, parce que vous les connaissiez, enfin, notamment la dichotomie, vous la connaissiez déjà. Là, on va parler de Newton maintenant, que de Newton jusqu'à la fin, quoi. D'accord? Donc, vous pouvez réoublier ce que c'est la dichotomie et la méthode du point fixe. Retenez quand même que la méthode du point fixe est quand même bon, plus limitée parce que ça ne marche pas à tous les coups, mais elle converge beaucoup plus vite que la méthode de dichotomie. Et la méthode de Newton, elle fonctionne aussi vite, a priori, que la méthode de point fixe, mais elle fonctionne aussi dans davantage de cas. Donc, petit rappel sur les tangentes, hein, programme de première, avant la réforme. Non, même pas. Donc, la tangente en x0, c'est la courbe d'équation y égale f de x, enfin, la courbe d'équation y égale f de x. Ah, d'accord, non, je vais quoi. La tangente en x0 à la courbe d'équation y égale f de x, c'est la droite qui a pour pente la dérivée en ce point et qui passe par le point, évidemment, de coordonnées x0, f de x0. Pas de difficulté. Équation de la tangente x0 en x0 à la courbe y égale f de x a pour équation y égale a0 plus b0x. Vous remarquez l'inversion du a et du b par rapport à votre notation habituelle. Avec A0 qui vaut f de x0 moins f' de x0 x0 et B0 égale f' de x0. Bon, question, est-ce que vous connaissiez l'équation de la tangente sous une autre forme? Parce que moi, je ne l'ai pas apprise comme ça, par exemple. Moi, je l'ai apprise en disant que c'est y égale f' de a, bon, on va prendre x0, notre a c'est x0, f' de a facteur de x moins a, donc x moins x0, plus f de x0. Donc moi, je l'ai apprise comme ça, vous l'avez apprise comme ça aussi? Donc vous pouvez garder celle-là aussi, elle est très bonne, hein. C'est la même que l'autre, hein. C'est exactement la même que l'autre. Si vous remplacez ici, vous redéveloppez, vous refactorisez, vous avez ça, quoi. D'accord? Donc gardez vos bonnes habitudes, ce que vous connaissiez déjà. Petit exemple ici. J'ai ma courbe, toujours 1 moins x plus exponentielle de moins 3x. Je cherche la tangente en 0. En 0, f de 0, ça vaut 2. La dérivée, on l'avait calculé tout à l'heure, si on regarde, ça nous fait moins 4. Et donc, la pente ici de la tangente, c'est moins 4. Et après, en gros, il y a juste à redéterminer. On va l'appliquer ici pour voir. Y égale, je vais le faire ici. Y égale, alors, je vais prendre notre formule qu'on connaît tous bien ici, là. F' de x0, ça fait, c'est moins 4. Moins 4, facteur de x moins x0, x moins
0 plus f de x0, 2. Bon, bah voilà, c'est bon. On a bien trouvé la même chose, quoi. Bon, alors, le truc qui est en rouge, là, il s'appelle proposition, c'est-à-dire qu'il y a une démonstration. Donc, on doit démontrer que l'équation de la tangente a cette équation-là. Ouais. Tu lèves la main, tu proposes quoi? Ou t'expliques à ton voisin, hein? Je te vois lever la main, donc je... Non, tu passes. Comment on démontre ça? Bon, pour faire n'importe quel cas, qui n'a aucune idée de comment on va démontrer ça? Ok. Qui sait comment on va démontrer ça? Que font les autres? Enfin, je me le demande, quoi. Vous êtes dans un état superposé, quoi? Vous ne savez pas. Non, mais il n'y a pas à se rappeler ou pas se rappeler, hein. Donc déjà, je me rappelle plus. Donc, quand on vous demande une démonstration, la question c'est pas est-ce que je me rappelle ou je me rappelle pas, quoi. La question c'est comment je pourrais faire ou pas, quoi. Bon, et déjà, première chose à faire, si vous n'avez aucune idée déjà, c'est regarder les hypothèses que vous avez, quoi. Donc on vous dit la tangente en x0 à la courbe bidule chouette, quoi. Bah, déjà, c'est quoi la définition de la tangente, quoi? Parce que ça, c'est un théorème. Donc c'est pas lui qui nous donne la définition de la tangente, hein. C'est quoi la définition de la tangente? C'est juste au-dessus. Donc la tangente, on nous dit que c'est la tangente à la courbe d'équation y égale f de x. C'est la droite qui a pour pente f' de x0. Par hypothèse, quoi. C'est la définition de la tangente, quoi. C'est le machin qui a pour coefficient directeur f' de x0, quoi. Et qui passe par ça. Donc hypothèse 1, hypothèse 2. Pour l'instant, vous n'avez rien fait. Est-ce que vous avez utilisé vos hypothèses? Non. Donc dites-vous aussi, si vous n'êtes pas arrivé à la fin de votre démonstration, c'est peut-être que vous n'avez pas utilisé toutes les hypothèses là. Donc là, pour l'instant, on n'en a utilisé aucune, donc effectivement, on n'a pas beaucoup avancé, quoi. Donc, il faut dire donc soit y égale, vous l'appelez comment? Vous voulez qu'on prenne les x plus b comme d'habitude? Allez. Et là, il y a x plus b, l'équation de la tangente en x0. Donc, par définition, qu'est-ce qu'on sait? Par définition, la pente de la tangente, c'est f' de x0. Donc, par définition, A égale f' de x0. Et par définition aussi, la droite passe par le point x0, f de x0. Donc, ça veut dire que si elle passe par ce point-là, ça veut dire que les coordonnées de ce point-là vérifient l'équation. Donc, f de x0 égale A, on sait ce que c'est, f' de x0. Voilà, on va faire deux étapes là pour bien enfoncer le clou. Ça vérifie l'équation, donc ax0 plus b. Donc, f de x0 égale f' de x0, x0 plus b. Donc, b égale f' de x0, non, c'est en moins, égale f de x0 moins f' de x0, x0. Ou ax0, hein, ça c'était quoi. Vérification. Bah ouais, c'est bon. C'était dur. D'accord, donc au lieu de vous décourager tout de suite, notez bien les hypothèses que vous avez à votre disposition et puis essayez de voir si vous les avez utilisées ou pas, quoi. C'est bon, bah, de toute façon, ils seront sur les transparents sur le Moodle comme d'habitude. Je peux passer à la suite? Non, qui dit non? Alors j'ai une question, ça va gagner du temps. Oui? Pourquoi?
Pourquoi j'ai mis sur A le... Après, je comprends rien, quoi. Pourquoi j'ai mis sur A la dérivée? Ah, je dis que ça vaut A, en fait. Je rappelle que c'est A, mais en fait, on s'en fout, quoi. Si tu veux, je l'enlève, hein. Je dis juste que ça valait A, quoi. Égal A, quoi. C'est tout, quoi. Mais c'est pas... Ça va mieux comme ça? D'autres questions? Peut-être... N'hésitez pas à poser des questions, hein. Peut-être que quelqu'un d'autre aussi se demandait pourquoi il y avait un. Non? Oui. Ok, j'ai rien entendu. Quelqu'un a entendu pour me répéter? Est-ce qu'on peut voir le résultat final? Là, à la droite ici? C'est quoi le résultat final? Ah, pour la deuxième forme, si tu veux. Donc, y égale, A, c'est quoi? F' de x0, voilà. X plus B, c'est lui. F de x0 moins F' de x0, x0. Si je refactorise, j'obtiens y égale F' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Et vous retrouvez votre truc habituel, y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Ok, on va pas y passer 3 heures non plus, hein, parce que c'est des révisions. J'ai pas envie de me retrouver à faire toute la fin en 2 minutes 30 comme d'habitude. Pouf. Alors, la méthode de Newton, ou Newton-Raphson, donc c'est une heuristique. Donc une heuristique, c'est une méthode, hein, un truc, hein. L'intersection entre la tangente à f en un point x0 et l'axe des abscisses fournit une approximation de la solution f de x égale 0. D'accord, donc on constate effectivement, donc j'ai ma courbe toujours de la même fonction, ma courbe noire qui est là. Si en 0, ici je trace la tangente, elle va couper l'axe des abscisses en un certain point, et là on constate qu'effectivement on s'est rapproché de ma solution qui est là. Je vous rappelle, on cherche toujours la solution où la courbe coupe l'axe des abscisses. D'accord? Donc pour trouver ce point où ça coupe les abscisses, là j'ai une approximation. En fait, si je suis à un certain point, je prends la tangente. Elle va couper elle aussi l'axe des abscisses. C'est plus facile de trouver l'intersection d'une droite avec l'axe des abscisses. On va même donner directement sa valeur, quoi. Et ce point, ça fournit une nouvelle approximation de ma solution qui est là. On s'en est rapproché, quoi. Et vous allez voir qu'après, on va pouvoir recommencer une nouvelle fois. C'est-à-dire qu'à partir de ce point-là, je peux retracer une nouvelle tangente. Et vous allez voir que ça va encore se rapprocher un peu plus. Donc, voyons voir ça. Donc, proposition, le point d'intersection de la tangente en x0 à la fonction f a pour abscisse x1 égale, x0 c'est notre point initial, c'est notre point où on a pris la tangente. Donc, le point d'intersection de la tangente avec l'axe des abscisses, il a pour abscisse x0 moins f de x0 sur f' de x0. Et comme c'est en rouge et qu'il y a marqué proposition, on va le démontrer. Et avant de le démontrer, on va juste regarder un petit exemple ici. C'est ce que je disais. Donc, toujours la même fonction. On part de x0 égale 0. Donc, c'est parti. x0 égale 0, là, on est ici, hein. Vous voyez le point vert. Donc, le point vert, il est là. On a vu juste avant la tangente ici. Elle est comme ça. Elle coupe l'axe des abscisses ici. Ça, c'était x0. Elle coupe l'axe des abscisses d'un truc qui s'appelle x1, qui a pour abscisse justement ce machin-là, là-haut. Là. C'est ça son abscisse, quoi. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je regarde maintenant, hein, en ce point-là ici, en violet, là, en ce point violet ici, c'est quoi la tangente? Et la tangente, elle est comme ça. Et elle coupe ici, en x2. Et je recommence.
Genre encore une nouvelle. Et vous voyez qu'en fait, x0, x1, x2, là, ils se rapprochent. x0, x1, x2, ils se rapprochent de plus en plus de la solution qui est ici, en fait. Là où la courbe coupe l'axe des abscisses. D'accord? Donc si je commençais encore une fois avec x2, vous voyez que là, ça serait la tangente à ce point-là, elle sera encore un peu plus près. D'accord? Donc là, c'est une suite x0, x1, x2. Et là, on nous dit par exemple comment calculer x1 à partir de x0. Et puis pour calculer x2, c'est la même formule. Hein. x2, ça sera x1 moins f de x1 sur f' de x1. Et x3, ça sera x2, etc. Bon, démonstration. Le point d'inversion de la tangente en x0 à la fonction s a pour abscisse ça. Donc la tangente en x0 a pour équation. Là, est-ce que vous avez une idée de comment démontrer le truc là? Oui. Donc, par définition de la tangente même de son équation, hein, c'est même la propriété, ouais, dans son équation. Quand est-ce qu'elle coupe? Ouais, l'axe des abscisses, quoi. Donc quand son y vaut 0. Quoi. Ok, donc l'équation de la tangente à f en x0 est y égale f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. C'est une équation de droite, et je vous dis, l'équation de droite, quand vos fonctions sont des droites, hein, trouver où elles s'annulent, c'est vraiment facile. Hein. Elle coupe l'axe des abscisses pour x tel que hein, 0 égale f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? C'est le x. Hein. Moins f' de x0, x0. Là, j'ai juste développé. Voilà. Moi, c'est le x qui m'intéresse. Donc, on va tout diviser par f' de x0. Partout. Donc, 0 divisé par f' de x0, ça fait toujours 0. Là, ça va donner x. Là, ça va donner x0. Et là, ça va donner plus f de x0 sur f' de x0. Bon, évidemment, ça n'annule pas. Hein. Et donc, x égale x0 moins f de x0 sur f' de x0. Voilà, ça c'est mon x, hein, du coup. Hein, vérification, c'est bon, c'est le même. D'accord, donc là, il n'y a pas de difficulté. Alors j'ai dit si f' de x0 est différent. Il se passe quoi si f' de x0 est différent de 0? Et comment la tangente? Elle est horizontale. J'ai une tangente horizontale, donc elle ne va jamais couper l'axe des abscisses. Hein. Bon, et comme c'est des méthodes numériques, c'est quand même rare qu'on arrive à des trucs qui s'annulent vraiment, quoi. Et donc ça veut dire qu'on est tranquillement descendu et qu'on est tombé sur une espèce de minimum de la fonction, quoi. Un truc bizarre, quoi. Ou un point d'inflexion. Bref, ça n'arrivera pas. Est-ce qu'il y a des questions sur... Voilà, donc une tangente, on dit qu'elle coupe les abscisses. Donc j'ai son équation. Je regarde où ça coupe les abscisses. Terminé. Donc l'algorithme de Newton, c'est celui-là. Hein, on l'a déjà vu hein, sur deux exemples. On choisit un x0. On choisit une certaine précision. Et on va calculer à chaque fois, à partir du x à l'étape précédente, on va calculer un nouveau x. Hein, xh-1, c'est à l'étape précédente. XH, c'est maintenant. Donc mon nouveau x, c'est l'ancien x moins f de l'ancien x sur f' de l'ancien x. Et le nouveau x, hein, est meilleur. Normalement.
Et on s'arrête quand? Bah, quand l'écart entre deux approximations successives est suffisamment petit à notre goût. Plus petit que le epsilon qu'on a choisi. Donc voilà un petit exemple ici. On est parti de 0. Et le but, c'est effectivement que le f de xh ici, il s'annule. Enfin, qu'il soit le plus proche possible de 0. Hein. Et ce qu'on va constater ici, c'est qu'il va partir de 2 et il va diminuer jusqu'à 10 puissance moins 16 ici. Donc 10 puissance moins 16, c'était déjà pas mal. Quoi. Donc 0, voilà, on applique la formule, on calcule le nouveau. À partir de 0, je remplace x de h-1 par des 0 là. Donc ça fait 0 moins f de 0 sur f' de 0. Ça me donne 5. 0,5, ça me donne ici. Maintenant, je remplace 0,5 moins f de 0,5 sur f' de 0,5. Ça me donne 0,933. Je le remplace encore une fois. Ça me donne 1,04, etc., etc. Quoi. Et on voit qu'ici, là, hein, entre l'étape 5 et 6, là, c'est à peu près du même ordre d'idée que ce qu'on avait fait avec la méthode de points fixes. Là, on voit que déjà, on a 7 chiffres significatifs, là, qui ne changent plus. Là. Ça va? Et là, vous avez le dessin ici. Donc, vous avez la courbe en noir et en gris, vous avez les différentes droites. La première, c'est le 0 ici. Donc, on part de 0. La première tangente, c'est la verte qui est ici. Ça nous Donc, ça, c'était le x0. Ça nous définit maintenant ici un x1. Ce x1, si je regarde là où se trouve la courbe en x1, elle se trouve là. J'ai une deuxième tangente ici qui va recouper maintenant ici en x2 là. Et en x2 là, hop, je regarde, la courbe est là, j'ai encore une tangente qui est comme ça. Et puis si vous continuez, vous allez voir, effectivement, ça se rapproche de plus en plus. Quoi. Mais bon, là, bientôt, on ne voit plus rien sur le dessin. C'est clair? Tout le monde saura appliquer l'algorithme? D'accord. On est partie d'informaticien, c'est significatif ici, quoi. On donne l'algo, on l'applique. Ouais. Ce qui tourne, c'est que ça, je calcule. Je prends un x de départ, 0 par exemple. Je le remplace là-dedans, ça me donne un nouveau x, qui est 0,5 ici, à l'étape 1. Je le remplace par 0,5 là-dedans, ça me donne un nouveau x qui est 0,933. Tu vois qu'est-ce qui tourne? Quand je dis que ça tourne, c'est que c'est une boucle. Hein. C'est tant qu'on ça c'est pas vérifié, je fais x reçoit x moins f de x sur f' de x. C'est bon, tu vois ce qui tourne ou pas? C'est la boucle qui tourne, hein. C'est les tours de boucle. Hein. D'autres questions? Ouf. Alors, quelques remarques et tout ça, donc c'est pas forcément magique non plus. Donc l'algorithme de Newton ne converge pas systématiquement vers une solution de l'équation. Donc ça peut diverger aussi. Le résultat final peut dépendre aussi du choix de départ. Hein, si vous avez plusieurs solutions, hein, vous ne savez pas trop vers laquelle il va peut-être qu'il va converger vers aucune, et vous ne pouvez pas forcément savoir vers laquelle il va converger. Par exemple, si je prends comme initialisation une initialisation différente de ce qu'on vient de voir au transparent précédent, on prend par exemple moins 1 comme départ. Donc moins 1, il est là au niveau du bleu. En moins 1 ici, ma courbe est là, ça donne cette tangente là. Ce qui me donne un nouveau point ici. Là, ça donne une tangente là. Voilà, et si je continue, en gros, je vais arriver vers cette solution-là. J'ai d'autres exemples derrière. Avec 2,8, là, il va converger vers les pointillés rouges là. Et vous voyez que je suis parti de 2,8 qui était au niveau du bleu là. Et il n'est pas parti vers la droite, hein, il est parti vers la gauche. Quoi.
Hein, pour regarder, donc en gris, vous avez différentes tangentes. Je vais aller assez vite, parce que, sauf si vous n'avez pas compris, je peux aller, je peux refaire sur 1. Là, pour 2,9, là, ça part carrément dans tous les sens, là. Donc 2,9, on part de lui, qui nous renvoie ici. Donc on a une tangente comme ça au départ, qui nous renvoie vers une tangente comme ça, puis une tangente comme ça. Enfin, je sais plus exactement. Enfin, en gros, ça va dans tous les sens, quoi. À la fin, il va finir par stabiliser pour aller vers celui-là. Et lui, pour x égale 5, lui, il va réussir, lui, à converger pour x égale 5, ici, vers la deuxième solution. Mais vous voyez, en faisant des passages, là, on part de lui. La première, ici, tangente, c'est celle-là. Je vais la faire en vert. La première tangente, si je pars du pointillé bleu, la première tangente que j'indique en vert ici, c'est celle-là, à la courbe. Et vous voyez où on se retrouve maintenant? Elle coupe l'axe des abscisses à cet endroit-là. Et donc maintenant, la deuxième tangente qu'on considère, c'est celle-là. Vous voyez, paf, c'est complètement à l'opposé, quoi. Et donc, du coup, cette tangente-là, elle coupe l'axe des abscisses ici. Et donc maintenant, la troisième, là, en jaune, là, maintenant, c'est celle-là. Oui, donc il part dans tous les sens, quoi. Il va finir par stabiliser quand même et finir par converger vers la solution qui est indiquée par les pointillés rouges et tout ça, quoi. Donc voilà, donc c'est des méthodes numériques et vous n'avez pas de garantie. Ça peut être assez chaotique aussi, la manière dont ça se passe. Oui? Bah, tant pis, hein, tant pis pour nous, hein. On essaye autre chose, voilà, on essaye un autre point d'initialisation, quoi. Il y a aussi d'autres manières de faire aussi, quoi. Mais... Voilà. C'est clair la méthode de Newton ou pas? Je pars d'un point, je trace la tangente, elle coupe l'axe des abscisses, je repars de ce point-là, je refais la nouvelle tangente, je trouve un nouveau point, je refais la nouvelle tangente, etc. Question? Oui, le point d'initialisation, je prends un point quelconque, quoi. Mais du coup, j'ai pas de garantie, je ne sais pas vers où il va arriver, quoi. Non, faut pas le prendre trop loin de là où on suppose où se trouvent les annulations, mais si on en a une petite idée, quoi. Mais a priori, non, on peut prendre n'importe quoi. Bah, à chaque fois dans les exemples au départ, on prenait 0 parce qu'on n'en avait aucune idée, quoi. Voilà, donc maintenant, on va voir comment minimiser une fonction. Alors, c'est quoi minimiser une fonction? C'est trouver un de ses minimums, quoi. Ou de ses minima, si vous préférez. Est-ce que vous avez une idée de comment faire? Vu que c'est en deux, vu que c'est en grand 2 là, du coup. Oui. Ouais. Mais sûr? Oui, mais alors maintenant on sait trouver des zéros, on sait trouver des annulations de fonctions. Si la dérivée s'annule, et si elle change de signe, on pourra avoir un extrémum, quoi. Donc effectivement, pour chercher des points candidats qui seraient des points qui nous permettraient de savoir qu'effectivement il y a soit un maximum, soit un minimum, bah, au lieu de travailler sur la fonction elle-même, on va travailler sur sa dérivée, quoi. Voilà, donc on cherche le minimum d'une fonction f. L'extrémum d'une fonction f continuellement dérivable, c'est nul, forcément. D'accord? Donc tous les candidats, a priori, c'est notre fonction est continuellement dérivable. Les candidats à des extrémums, quoi, c'est là où s'annule la dérive. Donc exemple ici, j'ai ma fonction x carré plus exponentielle de x. Donc dérivée de ça, 2x, dérivée exponentielle, c'est elle-même. Donc la dérivée ça, elle est strictement croissante avec des limites en moins l'infini, de plus l'infini, plus l'infini. Donc théorème des valeurs intermédiaires, elle va s'annuler. Et comme elle est strictement monotone, elle va s'annuler qu'une seule fois. F' s'annule en un seul x étoile, quoi. Et c'est un minimum, hein, puisque la dérivée est négative avant, donc elle décroît, et positive après, elle croît. D'accord? Donc elle décroît et puis après elle recroît, donc ça veut dire qu'on est bien sur un minimum. Donc l'objectif guidé, c'est de trouver x étoile.
Encore un petit peu de rouge là. Donc, on veut résoudre l'équation f' de x égale à 0. Donc, toutes les méthodes précédentes, on peut les utiliser pour ça. Ici, à partir de maintenant, on va privilégier Newton. J'ai dit point fixe et dichotomie, on s'affiche un peu. Donc, j'ai rappelé la proposition 3 qu'on avait montré. L'itération pour l'algorithme de Newton, on trouve mon nouveau point x1. Je pars de l'ancien point x0 et puis j'applique cette formule-là qu'on vient de voir il n'y a pas si longtemps que ça, là. Et ben, proposition pour la minimisation, bah, c'est la même chose, sauf que en fait, j'ai remplacé f par f'. Donc ici, le f devient f' et le f' devient f seconde. Donc c'est la même chose, quoi. Donc c'est en rouge, ça s'appelle proposition, mais il n'y a rien à démontrer. Voilà, les arguments de la démonstration ont déjà été donnés juste avant. Donc on va chercher les animations de la dérivée en appliquant la méthode de Newton. C'est ça qui va nous les donner. Pouf! Petit exemple ici. Donc l'algorithme, je redonne ici, mais vous voyez, c'est le même algorithme que la méthode de Newton pour trouver les zéros. Donc méthode de Newton pour l'optimisation de fonctions. On choisit pareil avec ce 0, une précision, et on applique la formule, cette fois-ci avec f' et f seconde. Et on s'arrête quand l'écart entre deux approximations successives est suffisamment petit à notre goût. Donc par rapport au epsilon qu'on a choisi avant. Voilà. Donc là, c'est pas indiqué l'epsilon qu'on prend, quoi, mais on pourra voir qu'effectivement, entre là j'ai un epsilon qui vaut au moins 10-4, 10-5. 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 5, un truc comme ça. Voilà, donc si je reprends toujours ma fonction x carré plus exponentielle de x, on l'avait déjà dérivé, ça nous avait donné 2x plus exponentielle de x. Si on redérive une nouvelle fois pour avoir la dérivée seconde, bah, ça donne x plus exponentielle de x. Donc si je pars de 0, qui est ici indiqué par les pointillés bleus, ben en itérant l'algorithme successivement, quoi. Donc si je pars de 0, je vais trouver le nouveau x en faisant 0 moins f' de 0 sur f seconde de 0. Et je vais trouver moins 3, enfin moins 0,3333. Donc moins un tiers. C'est 2, oui, c'est une coquille. Oui. Je lis ça bêtement. Moi. Non, je pense que les solutions sont... Parce que si je pars 0, ça doit me donner 2 normalement. Enfin, 0, 2 plus exponentielle de 0, ça fait 1. 2 plus 1, ça fait 3. Donc on a bien les bonnes valeurs ici. Donc voilà. Donc là, ce qui est représenté, c'est la courbe là. Et donc, il passe à dériver. Mais sa dérivée, on se doute un peu. Si ça, c'est une espèce de parabole, la dérivée, c'est juste une espèce de droite comme ça, quoi. Une droite, elle doit ressembler vaguement à ça, quoi. J'imagine sa dérivée, elle doit avoir une tête un peu comme ça, quoi. D'accord, elle s'annule ici. Donc la méthode de Newton, si on la faisait sur la courbe verte, elle trouverait ça. Et la méthode de Newton pour la minimisation, elle va nous trouver le minimum, le fond de cette courbe ici, quoi. C'est bon, ça? Goutte. Alors, dépendance au point de départ, comme d'habitude, c'est la même méthode de Newton. Donc, c'est sensible effectivement à comment je choisis mon point de départ et à la forme de la fonction, évidemment. Donc ici, par exemple, si je pars toujours du point bleu, mon optimum est indiqué. Les pointillés bleus, c'est mon point de départ. Les pointillés rouges, c'est la solution optimale, enfin une des solutions optimales. Donc ici, si je pars du bleu là, je vais avoir une première approximation qui va donner ça. Et en gris, là, je ne sais pas si vous le voyez un petit peu. Une deuxième approximation qui va donner un truc gris. Et après, je vais avoir le rouge là. Donc, il va se rapprocher de ce minimum ici. Donc, le minimum ici, c'est moins 1. En f de x, ça vaut 1. Très bien. Sa dérivée vaut 0. Donc, c'est bien.
C'est ce qu'on cherche a priori, hein. On cherche les zéros de la dérivée, on l'a trouvé ici, hein, donc c'est un minimum. Et sa dérivée seconde vaut 8, donc la dérivée seconde est positive. Et en fait, quand la dérivée seconde est positive, ça nous indique ici que c'est un minimum. Ici, on a un autre cas où on est parti cette fois-ci plus vers de la droite. On se rapproche progressivement ici vers la solution. Donc ici, la solution, c'est 1, avec une valeur en 1, elle est symétrique, la fonction, en fait. Sa dérivée s'annule, évidemment. Et là, j'ai une dérivée seconde, cette fois-ci, qui est positive aussi. Et donc, c'est un minimum. Et j'ai un autre exemple ici, où si je pars de moins 0,4, c'est la même fonction. Si je pars de moins 0,4, là, et à partir du bleu, il va arriver au rouge, là, il va arriver à ce maximum ici, qui est aussi un point d'annulation de la dérivée, mais cette fois-ci avec une dérivée seconde qui est négative. Donc là, ça va être un maximum. D'accord? Donc la méthode de Newton, là, pour les extrémums, elle trouve à la fois les minima et les maxima. Un autre exemple ici, si je pars de 0,5, ici, vous voyez que en fait, je pars de 0,5, vous voyez que le plus proche, ça serait ce maximum-là. Ben, en réalité, elle va le sauter, quoi. Et elle va arriver jusqu'à ce minimum ici. D'accord? Donc, c'est pas forcément le point le maximum le plus proche qu'elle va trouver, hein. Mais vous l'avez vu de toute façon sur les autres exemples que j'avais fait sur la méthode de Newton juste avant. Vous voyez que des fois, la tangente, elle part dans tous les sens, quoi. C'est good. Donc, c'est indiqué ici, hein. Donc, la dérivée est nulle pour un maximum ou un minimum, hein. Et donc, le signe de la dérivée seconde, ça nous indique que c'est un maximum ou c'est un minimum. Et ici, c'est 0. Je trouve que c'est juste un point d'inflexion, quoi. Flexion, c'est ça. Elle change de courbure, là. Donc, c'est ni un maximum ni un minimum dans ce cas-là. Hop, pouf. Donc, une application de ça, ajustement d'une fonction. Alors, justement, pour l'instant, les seuls ajustements de fonction qu'on a fait, on a fait la méthode des moindres carrés, là, on a la régression linéaire par la méthode des moindres carrés, et on l'avait résolu analytiquement, c'est-à-dire qu'on avait trouvé une formule de l'équation de la droite. Donc, comme vous avez tous appris votre cours, vous savez que le coefficient directeur de la droite de régression linéaire de y en fonction de x, c'est... Oui, je vous écoute. Non? Il faut le savoir, hein. Covariance de y sur... Non, juste sur variance de x. D'accord? C'est pas symétrique d'un côté et de l'autre. Souvenez-vous, il y a deux droites possibles. Donc, c'est pas du tout symétrique, donc c'est que sur variance de x. Bon, réviser ça, ça pourrait vous être utile quand même, quoi. Si vous tombez sur un exo où on vous demande de calculer ça et que vous ne connaissez pas la formule, ce serait bien embêté, quoi. Oui, la formule, enfin, je demandais le coefficient directeur de la droite de régression linéaire par la méthode des moindres carrés. Donc en gros, le cours d'il y a 2 semaines, en fait, quoi. Donc le TD de la semaine dernière. Donc ici, donc j'ai un ensemble de points comme ça. Donc une série statistique XI, une série YI, là. Bon, là, on pourrait essayer de faire la droite des moindres carrés, mais là, on voit plutôt que ça ressemble quand même pas mal à une exponentielle. Donc, ce que je chercherais, moi, ici, là, c'est par exemple une courbe d'équation y égale exponentielle de AXI, hein, où les YI sont pas très loin d'exponentielle de AXI. Et mon inconnu là-dedans, que j'essaie d'ajuster, c'est le A. Oui, c'est le A que je cherche. Je cherche un A qui ferait que ça filtrerait bien les données qui sont là. Donc c'est pareil que la méthode des moindres carrés. Les moindres carrés cherchaient un A et un B de sorte que la droite elle passe bien au milieu des points. Là c'est pareil, je vais faire chercher quelque chose qui marche pas mal comme ça. Et donc on peut faire ça avec la méthode des moindres carrés, on pourrait le faire aussi. Il suffirait de remplacer par un une des deux séries, là, les Y, on les remplacerait par des logs de Y.
et on essaierait de faire passer une droite, quoi. Bon, je ferme la parenthèse, c'est pas ça qu'on va faire. Ici, ce qu'on va faire, c'est, on va essayer directement d'optimiser ça, quoi. Vas-y, raconte-nous. Je suis sûr que ça intéresse tout le monde. Non, mais te retourne pas, c'est à toi que je parle. De façon analogue dans la régression linéaire, donc on va en considérer un critère, donc c'est-à-dire un coût. Donc, quand on avait fait la régression linéaire par la méthode de moindre carré, on avait considéré un coût quadratique d'erreur, donc d'écart entre les y et les a plus bx, et on voulait que cette différence au carré soit la plus petite possible, hein, sur tous les exemples. Ici, on va faire le même principe. On veut que l'écart entre le yi et mon approximation des yi, hein, on veut à chaque fois que GA de xi, là, ma fonction g, là, que je vous ai montré juste avant, ici, là, celle-là, exponentielle bidule, là, ici, là, GA de x, celle-là, là, je veux qu'elle approxime au mieux les yi. Donc, je veux que quand je fais GA de xi, je trouve une valeur qui soit très, très proche de mes yi qui me sont donnés, quoi. Donc, je veux que la différence au carré soit petite, d'accord? Et je veux sur tous les exemples, pour l'exemple 1 à l'exemple n, de la donnée 1 à la donnée n. Et donc, je vais additionner toutes ces petites erreurs, et j'appelle ça mon coût, et je veux que mon coût il soit minimal. C'est très clair ça ou pas? Oui, c'est bon? Parce que tu étais dans la lune. Le but de la régression, c'est à chaque fois, c'est là, c'était écrit là, on cherche une fonction ici qui, quand je lui donne un xi, elle me donne une valeur et je veux que cette valeur soit très proche des yi qui sont là. D'accord? Donc je cherche une fonction qui passe des xi au yi et qui se trompe pas trop, quoi. Et ça veut dire quoi se tromper? C'est-à-dire que quand je vais faire g de x1, je vais trouver une valeur, mais je ne vais pas trouver exactement y1. Il y a une erreur. C'est quoi l'erreur? On peut prendre la différence entre les deux en valeur absolue, mais souvent on préfère prendre la différence au carré. Pourquoi on préfère ça en général que la valeur absolue? Parce que c'est plus simple. Oui, mais c'est la seule raison, hein, c'est beaucoup plus simple. Parce que les valeurs absolues, c'est pas dérivable. Voilà. Alors que là, méthode de Newton, elle devait être comment notre fonction? Dérivable, c'est mieux quand même. D'accord? Donc, on ne prend pas un carré pour une autre raison que ça. Donc là, c'est toutes mes petites erreurs sur chacune des données, quoi. Hein? GA de xi me donne pas le bon yi. Il y a un écart entre les deux. J'additionne entre eux tous ces écarts au carré. Et je vais essayer de faire en sorte que tous ces machins-là, ça soit le plus petit possible. Ça veut dire que le seul truc que je peux faire changer dans mon G, c'est le A. D'accord? Dans ma fonction G A de x là, exponentielle de AX, si je change le A, mon exponentielle, elle va un peu s'étirer comme ça, vous voyez. Donc, soit j'essaye plein de A à la main jusqu'à ce que ça me plaise, soit j'essaye directement de trouver le A qui minimise ce coût. Et on a justement vu comment on minimise des fonctions avec la méthode de Newton. Non. Avec la méthode de Newton, comment on minimise un truc comme ça? On va essayer de... on va appliquer directement le machin qui nous trouve le minimum, qui reviendra de toute façon à, annuler, à trouver les annulations de sa dérivée. De toute façon, vous vous souvenez, l'algorithme de Newton là pour les extrêmums, on a besoin de la fonction, on a besoin de sa dérivée et de sa dérivée seconde aussi. D'accord? Donc on va devoir calculer sa dérivée et sa dérivée seconde. Après, on applique la formule, on itère, et elle va tomber, alors soit sur un minimum, soit sur un maximum. Comment on saura la différence? On voudra que la dérivée seconde soit pour avoir le minimum? On fait le contraire. Donc il faut que la dérivée seconde soit positive pour qu'on ait un minimum. Donc on est parti. Ma fonction de coût, c'est ça. La variable qui m'intéresse, c'est A. C'est A, c'est la valeur de A que je cherche. Donc on va devoir dériver par rapport à A. Dériver par rapport à A, c'est pareil que dériver par rapport à X, sauf qu'on ne l'appelle pas X, on l'appelle A. D'accord? Mais sinon, il n'y a pas de... Juste se concentrer un petit peu, quoi.
Donc partout vous voyez des A, vous voyez des X, je ne sais pas quoi. Surtout qu'il y a des X qui sont ici et c'est pas les bons. Hein. Bon, CA2X, c'est lui. Là, j'ai représenté la fonction de quoi elle ressemble à ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette valeur de A qui est là. Là, à cet endroit-là, mon coût, il est minimum. Quoi. Bon, là, il est marqué à 0, ce qui est un petit peu présomptueux, mais... parce qu'il y a toujours des petits écarts, à moins que les données... Mais là, on voit très bien que ça, il n'y a aucune exponentielle qui a passé par tous les points qui sont là. Hein. Donc, on a un coût qui va être bas, mais pas forcément nul. Quoi. Alors, méthode de Newton requiert les dérivées première et seconde. C'est parti. Donc, on peut faire une dérivée pour chacun des xi. Là, c'est juste une petite présentation au départ, parce qu'il y a un sigma, mais on peut s'amuser à tout dériver en même temps. Hein. Bon, pour chaque exemple, hein, je définis une fonction hi de a qui vaut ga de xi. D'accord? Je prends ma fonction en xi. N'oubliez pas que c'est a ma variable qui m'intéresse. Hein. Donc le critère devient quoi? Bah, c'est la même chose, j'ai juste remplacé ga de xi qui était écrit là avant par cette nouvelle écriture, ça ne change rien. Et les dérivés, ça vaut, donc c' de a, donc c'est une dérivée d'une somme de carré là. Donc la dérivée d'une somme déjà c'est la somme des dérivés, donc je réécris le sigma ici. Et ensuite je vais dériver chacun des éléments à l'intérieur de la somme. Ça c'est la dérivée d'un carré, c'est de type, c'est la dérivée de u carré de u', il est écrit dans ce sens-là. Donc ici, le 2, il apparaît là. Je l'ai factorisé aussi, devant le sigma. Vous pouvez le laisser à l'intérieur en attendant, c'est pas très grave aussi. Quoi. Au début, il était à l'intérieur, je l'ai factorisé, il est là. Attention, le moins, il n'est pas encore apparu. Hein. Pour l'instant, je ne pars que du 2. Donc il y a le 2 qui est ici. Le u', dérivé de y par rapport à 0, ça ne dépend pas de a. Dérivé de moins hi de a par rapport à a. C'est hi' de a, avec un moins aussi devant. Donc là, il y a le moins. Moins hi' de a. C'est bon, lui c'est bon. Il ne reste plus qu'à recopier le u. Voilà, j'ai dérivé. Là, c'est très important. Là. Si vous suivez, si vous n'avez pas compris, je veux bien l'expliquer. Hein, parce que... C' de a. Dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. Donc, je vais écrire mon sigma et je vais dériver chacun des éléments à l'intérieur. Ça, c'est de la forme u au carré. Et u, c'est ce qu'il y a dans les parenthèses ici. Donc, c'est 2 fois u', c'est quoi? U', c'est la dérivée de ce qu'il y a entre les parenthèses par rapport à a. Donc, c'est la dérivée d'une différence. La dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivés. Dérivée de y, c'est 0. Par rapport à a, c'est 0. Donc, je ne l'écris pas. Bon, ça, c'est multiplié. Je vais mettre un point pour multiplier pour que vous ne pensiez pas que c'est un x. Dérivée de hi de a. Bon, c'est une fonction, enfin, elle est inconnue, on va dire, quoi. Donc, c'est h. J'écris juste le prime. Hein, et le moins, il reste aussi. Donc, c'est fois moins hi' de a. Et ensuite, là, j'ai mon u'. Maintenant, u, bah, je recopie le u. Recopions le u, yi moins hi de a. J'ai juste recopié. C'est bon, ça? Et il va tout effacer. Parce que j'ai fait une manœuvre interdite. Donc, regardez bien ce qui est écrit là. Si vous regardez à la ligne d'en dessous, hein, j'ai juste factorisé le 2 et le moins. Sinon, c'est la même chose. Ça va? Si je peux faire disparaître? Oui, ça, je pourrais... Ah, remettre tous les transparents...
C'est pas difficile à refaire. Vous avez la solution sous les yeux, quoi. Donc, vous essayez de refaire et tant que quand vous n'êtes pas arrivé à la solution, sinon tu notes. Oui. C'est une bonne idée de ton voisin. C'est formidable. Non, parce que sinon, il faut que je fasse des captures d'écran pour les remettre à chaque fois dans le. J'ai pas un temps infini. Bon, en plus, il a. Bien. Hop, hop. On peut quand même aussi regarder maintenant la dérivée seconde. Alors, la dérivée seconde ici de ça, donc c'est la dérivée par rapport à A de ça. Le moins 2, il reste là. On a encore la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, je réécris mon sigma. Et maintenant, j'ai la dérivée de ça par rapport à A. C'est de quelle forme, ça? C'est U fois V. Ça, c'est U. Ça, c'est V. C'est quoi la dérivée de U fois V? U prime V plus U V prime. U prime, là, vous voyez bien que c'est U prime. Là, c'était H prime, H seconde. Ça, c'est bien V, c'est le même. Là, alors, pourquoi il y a un moins? Pour l'instant, on s'en occupe pas. Non, c'est censé être un plus. Hein. C'est censé être un plus, mais pourquoi? J'ai déjà un H' de A qui est ici, et il y en a un autre. Il me manque un moins H' de A, mais d'où vient-il ce moins H' de A? Ici, de la dérivée par rapport à A de lui. D'accord? Dérivée par rapport à A de Y1i, c'est 0. Et donc, il me reste un moins H' de A, donc c'est pour ça qu'il y en a deux et qu'il y a un moins. C'est bon? Juste penser que le A, c'est un X, hein, c'est tout. Hein. À partir de quand? Ici, là, j'ai H' de A au carré. Et j'ai un moins. Normalement, je devrais avoir plus UV'. Plus U, je l'ai. Hein. H' de A, il est là. C'est le même. D'accord? Donc, il me manque juste le carré et le moins. Donc, il me manque juste moins H' de A. Donc, V', ça devrait être moins H' de A. Mais c'est le cas. Je regarde ici. V', si je fais V', c'est bien moins H' de A. Autre précision? Je vais accélérer. Là. Sinon, vous avez... Donc, un exemple ici, j'ai ma fonction exponentielle, enfin, c'est toujours le même exemple, exponentielle de AX. Les dérivées ici sont calculées là. Bon, il n'y a pas besoin de passer par le truc précédent. Le truc précédent, c'est un truc général. Hein. Mais on peut directement partir de l'exponentielle de AX et la dérivée par rapport à... Enfin, prendre directement la formule C de A, c'est la somme I égale 1 à N de YI moins exponentielle de AXI au carré. Hein. Donc ça, enfin, c'est pas la peine d'apprendre ça par cœur, quoi. Vous pouvez partir de ça directement et le dériver. Hein. Dériver de ça par rapport à A, dériver de la somme, c'est la somme des dérivés. À chaque fois, et si vous dérivez par rapport à A, vous allez trouver que dériver de YI par rapport à A, c'est nul. Dériver de exponentielle de AXI par rapport à A, c'est moins XI exponentielle de XI. Donc le moins XI exponentielle de AXI. D'accord? Donc vous pouvez partir directement de là et dériver. Donc là, on retrouve le 2 de UU', et puis là, c'est pareil, on redérive à nouveau ça. U' V plus UV' de la même manière, quoi. Et on trouve ça. On simplifie un petit peu. D'accord? Donc c'est pas compliqué, hein, vous savez dériver tous et toutes. Il faut juste dériver par rapport au bon truc. Et si vous aviez des automatismes faux sur vos dérivations qui se trouvaient tomber sur la bonne solution à la fin, bah, oubliez-les pour bien faire attention quand vous dérivez. Donc effectivement, là c'est exponentielle de AX. Exponentielle de AX, tout de suite, vous pensiez avant exponentielle de AX, la dérivée c'est A exponentielle de AX.
Mais non, parce que là, on dérive par rapport à A. Donc, c'est le X qui sort, en fait. Est-ce que j'ai un exemple comme ça qui traîne, il me semble? Non. On le verra. Si, j'ai un exemple plus tard, quoi. D'accord? Donc, on applique ça. Et donc, il a trouvé le minimum, le A. Une fois que j'ai trouvé ce A-là, si je dessine l'exponentielle de AX ici, je vais trouver cette droite rouge et on voit bien qu'elle passe bien dans les points. D'accord? Donc, voilà. Une illustration de à quoi ça peut nous servir cette méthode de Newton pour le minimum, quoi. On avait déjà un problème de calcul du minimum. Pour les moindres carrés, on avait résolu ça pour une droite qui était assez simple, de manière analytique, pour trouver directement les coefficients A et B. Maintenant, on a une méthode où on peut prendre la forme de fonction qu'on veut, avec des paramètres, et on va essayer de trouver, voilà, il n'y avait qu'un seul paramètre, hein, et essayer d'ajuster ce paramètre pour que ça passe au mieux dans les données. Vous pouvez prendre aussi une fonction qui n'a rien à voir avec vos points, avec un paramètre, essayer de trouver, peut-être il y aura un minimum quelque part, ça ne sera pas terrible, mais ça passera au mieux compte tenu de la fonction que vous avez donnée au départ. On n'a plus que la troisième partie à faire, qui est juste une généralisation en fait de ce qu'on a vu juste avant, de minimisation d'une fonction. Donc on va voir la méthode de Newton par coordonnées. C'est pas la méthode la plus importante, quoi. On la mentionne juste pour faire la transition, parce qu'elle est très proche de ce qu'on vient de voir à l'instant. Après, on va voir les dérivées partielles de gradient et la méthode de descente de gradient, qui est aussi une méthode de Newton, mais qui va pouvoir marcher quand on est à plus qu'à une seule dimension. Là, pour l'instant, on n'avait qu'une seule dimension. Hein, là, on n'optimisait que un A, c'est tout. On n'avait qu'une seule valeur à trouver. Mais si on aura plus de valeurs à trouver, à ce moment-là, on va voir que la descente de gradient, c'est pas mal. Alors, la méthode de Newton par coordonnées, je ne vais pas y passer la nuit. Je la mentionne ici. Vous reconnaissez ça? La forme là, ça c'est la méthode de Newton avec son prime, son U' et son U seconde. Et là, c'est pareil avec V' et V seconde. Donc c'est quoi? Donc là, on veut minimiser une fonction qui a deux variables, x et y. Pour l'instant, on sait sur une variable. D'accord? On introduit deux fonctions, mais en fait, c'est la même. Enfin, c'est juste une réécriture. Là, f de xy, on nomme une fonction u indice y de x. C'est juste pour bien montrer que ça dépend de x, quoi. Et que quand on va dériver, c'est par rapport à x. Et c'est la même fonction en plus, mais on l'appelle vx de y. Mais en fait, c'est la même fonction. C'est juste pour insister sur le fait qu'on va écrire prime, c'est qu'on dérive par rapport à y. Et c'est voilà, c'est la seule raison d'être de ce v et de ce u. C'est juste pour dire que ce prime-là signifie que là, je dérive par rapport à y. Non, je dérive par rapport à x. Et que ce v là, le prime, il signifie que je dérive par rapport à y. C'est tout ce que ça veut dire, hein, c'est tout. Hein. Un petit jeu d'écriture, hein, c'est tout. Hein. Et je veux dire, on va passer rapidement parce que c'est une fonction où, en fait, vous avez deux directions x et y. Vous pouvez imaginer qu'il y a une direction z qui est l'altitude, en fait, de votre fonction, hein, qui est la valeur f de x, y, ça va être l'altitude. Hein. C'est z, c'est la surface d'équation z égale f de x, y. Donc, chaque point x, y de votre plan, vous avez une certaine altitude z qui est f de x, y. Quoi. Donc, vous avez une espèce de montagne comme ça, vous avez des vallées, des montagnes et tout ça, quoi. Et vous essayez de minimiser, vous essayez de trouver un minimum dans tout ce paysage-là, quoi. Donc, on va voir. Et donc là, la seule manière de se déplacer dans ce paysage-là, est-ce qu'il y a des exemples sympatoches là? Le seul moyen de se déplacer dans ce paysage-là, c'est soit en direction de x, soit en direction de y. Quoi. Je ne veux pas aller en diagonale. Quoi. Donc, je veux juste avancer comme ça ou avancer comme ça. Et je peux le faire alternativement. Quoi. Donc j'avance un coup en x, un coup en y comme ça, en x, et j'espère comme ça trouver un minimum. Donc, par exemple, là, si je cherche à ajuster une fonction qui a deux paramètres, hein, vous vous souvenez, tout à l'heure, l'exponentielle avait qu'un seul paramètre a à ajuster. Maintenant, j'essaie d'ajuster deux choses, le a et le b. Avec une fonction, on pourrait retrouver les moindres carrés, mais ce ne serait pas très intéressant. Là, je prends une fonction qui a cette forme-là. 1 moins exponentielle de moins bxi, le tout multiplié par a. Donc j'ai deux paramètres à ajuster, a et moins b, pour essayer de faire passer une courbe en gros un peu comme ça, quoi. Vous voyez?
D'accord? Donc, j'ai l'impression que la courbe, elle ressemble à ça. Et ça, je me dis, une fonction de cette forme-là, elle a toujours cette forme-là. Il faut juste ajuster le A. Ça va faire quoi le A? Bah, ça va plutôt l'étendre plus ou moins vers le haut, ça va la contracter dans la dimension Y, là. Hein, si mon A est petit, ça va l'aplatir. Si mon A est grand, ça va l'agrandir, quoi. Et puis l'exponentielle de moins bx, ça veut dire à quelle vitesse elle va se, elle va s'aplatir, quoi. D'accord? Et donc, je vais ajuster ces deux trucs-là en espérant trouver la courbe verte. Si je prends un A et un B au hasard, peut-être que je vais trouver ce truc-là, quoi. Et ce truc-là, ça va pas, quoi. C'est pas ce que je veux, quoi. D'accord? Mais quand je vais essayer de minimiser, de toute façon, je vais partir d'une valeur de A et une valeur de B initiale un peu n'importe comment, on va dire. Peut-être qu'on va partir au début d'une approximation qui sera cette courbe-là, avec des gros écarts avec les points qui sont là, et ça va s'affiner jusqu'à obtenir cette courbe-là. Donc, c'est quoi notre fonction de coût? Toujours pareil. Ma fonction que je cherche, si je l'applique sur un xi, j'espère trouver quelque chose qui est très très proche de mon yi. Et ceci pour tous les exemples. Et là, vous avez par exemple la vue de dessus. Voilà, x c'est là, y c'est là, et vous regardez au-dessus. Plus c'est clair, plus c'est une vallée, plus c'est profond, quoi. Et plus c'est foncé ici, plus c'est en altitude. D'accord? Pensez aux cartes de relief que vous pouvez voir en géographie, par exemple. Donc là, mon but, c'est que je pars de n'importe quel point et il va falloir que j'arrive ici au minimum qui se trouve ici dans cette zone qui est claire ici. Bon, comme d'habitude, il faut calculer les dérivées secondes et les dérivées premières. Comme on a deux paramètres, on a combien de dérivées premières à calculer? 2. Combien de dérivées secondes? 2 aussi. C'est juste ce qu'il y a là, hein, c'est tout. Hein. Ils n'ont pas. Bon, c'est juste la fonction un peu plus compliquée, donc les dérivées sont un peu plus compliquées, quoi. Je passe. Bref. Donc là, vous voyez les itérations de l'algorithme. Je pars d'ici. Vous voyez là? Donc, je fais un coup en x. Donc, j'applique une itération de l'algorithme de Newton. Pouf en x. Ça m'amène là. Un petit coup en y, je remonte un peu. Un nouveau petit coup en X, je tourne un peu à gauche, tac, tac. Et donc là, ça fait des escaliers comme ça. Et vous voyez que hop, ça se rapproche de mon minimum qui se trouve ici. En même temps, ici, ce qui est tracé, c'est la fonction de coût, les erreurs. Au début, il y a beaucoup d'erreurs. Et à chaque itération, ça baisse l'erreur comme ça. Et après, ça baisse plutôt, pratiquement plus. Les erreurs, je rappelle, c'est quand j'applique ma fonction à xi, ça me donne une valeur. Et je veux qu'elle soit proche des yi, proche du yi, mais comme elle ne l'est pas, il y a un petit écart entre les deux, c'est l'erreur. Oui. Plus clair, ça veut dire que c'est plus bas. Et quand c'est plus foncé, c'est plus haut. Mais c'est comme les cartes des montagnes. D'accord? Si on avait une équation des montagnes sur le globe terrestre et des fosses marines et tout ça, quoi, si on a une équation de ça, on pourrait essayer de trouver où se trouve le minimum juste en se baladant comme ça, en appliquant une méthode de Newton. Donc là, vous avez des petits exemples. Pour les moindres carrés, pourquoi il est des moindres carrés? Ouais, ça c'est un critère des moindres carrés aussi, quoi. Bref. Voilà, dernier point sur ce cours-là. On s'arrêtera là. Là, on a fait des petites, on a avancé un peu en escalier. Un coup dans la direction de x, un coup dans la direction de y. Mais est-ce que ça serait pas mieux d'aller directement au but, quoi, donc de pouvoir se déplacer en diagonale, quoi. Donc là, on va voir comment se déplacer en diagonale. Et pour ça, on a besoin de la notion de dérivée partielle. Qui connaît les dérivées partielles? Oui. Qui ne connaît pas les dérivées partielles? Ok, merci. Moi, vous êtes réveillés pour la fin de ce cours, c'est très bien. La dérivée partielle, on l'a déjà vu, c'est juste en fait, on ne va pas passer par renommer une fonction en v et en u comme on l'a fait là, vous avez vu tout à l'heure. U pour f de a et f de x et y, non c'était ouais, f de a et b là, on prenait un u indice a de b et puis un u indice, enfin un v indice b de a. Enfin, ça sert à rien.
j'ai ma fonction qui est de deux variables. Si je veux dériver par rapport à une des deux variables, bah, j'écris des ronds comme ça et je dis par rapport à qui je veux dériver. On n'écrit plus les primes. C'est une autre manière, entre guillemets, d'écrire la dérivée. On dit par rapport à quoi on dérive. Il y a une autre notation possible ici que moi je suis plus familier avec. C'est d de f u1 u2 sur d de u1. Vous l'avez déjà vu celui-là? En physique ou je sais pas où, quoi. En dérivée normale. Bon, la dérivée partielle, on met les dés ronds, quoi. D'accord, on indique par rapport à. Donc ou sinon, il y a les dés droits, c'est à la physicienne, quoi. Ils disent par rapport à quoi on dérive. Mais si on met les dés ronds, c'est voilà, on indique aussi par rapport à quoi on dérive. Là, vous avez une notation un peu plus compacte où il n'y a pas de dénominateur. Vous écrivez directement des ronds et puis en indice par rapport à quoi vous dérivez. Moi, je suis plus familier avec cette écriture-là que celle-là, mais bon. C'est pas très grave, quoi. Donc c'est juste, voilà, on indique par rapport à quoi on dérive et on dérive. C'est tout. Par exemple, là, la fonction f de a et de x, qui est exponentielle de ax, si je la dérive par rapport à a, c'est x exponentielle de ax. Si on la dérive par rapport à x, c'est a exponentielle de ax. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous connaissiez quand vous avez l'habitude avec le x. Mais là, si je dérive par rapport à a ce moment-là, c'est attention, c'est le x qui sort parce que c'est lui la constante. Et a, c'est lui la variable. D'accord? Tout le monde comprend bien la différence entre ces deux trucs-là, quoi. Donc c'est juste s'habituer mentalement à dériver par rapport à d'autres choses que par rapport à x. Une fois que vous savez faire ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Définir ce que c'est qu'un gradient. Donc on a plein de coordonnées comme ça. Donc là on avait vu avec deux. On a vu deux variables. Mais si vous avez des variables, un espace à des dimensions, quoi. Si ça vous fait peur, fixez D à 3 et puis ça revient au même. Le gradient de f en u, c'est les dérivées partielles par rapport à chacune des coordonnées ici de la fonction f. Donc par exemple, ici, est-ce qu'elle est donnée l'autre là? Non. Si je reprends l'exemple là, regardez. Là, il y avait deux variables, deux dérivées partielles. Gradient, ça c'est le symbole, il s'appelle nabla, hein, si ça vous intéresse. Donc gradient de f en u1, u2. Non, là c'est en a et en x. Gradient de f à x, hein, c'est bien ça qu'il est écrit, oui. C'est un vecteur dans lequel il y a les deux dérivées en fait. Donc la dérivée par rapport à a, x exponentielle de x, et là, a exponentielle de x. Voilà, c'est ça le gradient. D'accord? Vous faites un vecteur et vous mettez toutes les dérivées par rapport à toutes vos coordonnées en fait. D'accord? Là, c'est indiqué de manière un peu plus formelle parce qu'ils appellent U1, U2, UD et tout ça, quoi. Mais dans un exemple concret comme ça, il y a la première variable, elle s'appelle A, la deuxième variable, elle s'appelle X. Le gradient, donc, comme il y a deux variables, il y a deux dimensions. Il y a le premier, sa dérivée par rapport à la première variable, donc par rapport à A, et l'autre par rapport à X. Quoi. Ça va? Donc maintenant, je vous donne n'importe quelle fonction avec trois variables, par exemple. Le gradient, il aura trois coordonnées. La première, sa dérivée par rapport à la première variable. Deuxième par rapport à la deuxième variable. Troisième par rapport à la troisième variable. C'est tout. On peut calculer ensuite, donc vecteur gradient pour lui. Pour l'instant, on va dire qu'on... Ouais. D'accord? Donc on peut calculer justement ces vecteurs gradients. Là, ils sont indiqués en vert ici sur mon petit schéma. Donc vous avez des petites flèches vertes ici, là. Vous voyez par exemple cette flèche verte, elle est dans cette direction-là. Cette flèche verte-là, elle va vers la gauche. Celle-là, elle va vers le bas. Celle-là, elle va un petit peu vers la gauche, go bas. Et puis là, elle va vers le haut à droite. D'accord? Donc là, si vous regardez, donc ça, c'est les calculs des gradients. Comme là, je suis à deux dimensions, c'est un vecteur à deux dimensions. Quoi. Et en fait, ce vecteur gradient, il indique la plus forte pente, en fait, en montant. Donc quand je calcule le gradient d'une fonction en un point, c'est un vecteur qui m'indique
dans quelle direction ça monte le plus fort, quoi. Du coup, si je prends la direction opposée, bah, ça va descendre. Et là, vous voyez effectivement dans ces différents points, là, où est-ce qu'indique le gradient, là, lui, il dit qu'il faut descendre par là. Il indique la plus forte pente, quoi. Où est-ce qu'il faut descendre, quoi. Donc là, il me dit qu'il faut descendre par là. Si je suis là, il me dit qu'il faut aller vers la gauche. Si je suis là, il me dit qu'il faut descendre par là. Si je suis là, il me dit qu'il faut aller encore par là. Et si je suis là, il me dit qu'il faut descendre par là. D'accord? Donc l'opposé du gradient, ça vous dit, bah, si je suis une bille, vers où je vais descendre, en fait. D'accord? Donc le gradient, c'est ça. Et donc, mon algo de recherche du minimum d'une fonction multivariée par descente de gradient, je vais calculer mon gradient. Donc, les U ici, ce sont les points où je me trouve. Hein. Donc, en H-1, à l'instant H-1, je suis sur un certain point. Et je veux savoir à l'instant H suivant où est-ce que je me trouve. Vous voyez que je prends là où je me trouve et je lui retire la direction du gradient, donc pour descendre, multiplié par un petit gamma ici pour pas descendre trop, quoi. D'accord? Je prends un gamma assez petit pour faire un petit pas, quoi. Parce que le problème, c'est que si je fais un grand pas, si je suis ici, je peux me retrouver tout là-bas au fond, quoi. Hein, d'accord? Donc pour faire des petits pas, je prends un gamma assez petit. Et là, vous voyez que là, vous avez, comme tout à l'heure, mais vous n'avez pas l'effet escalier. Hein, il va descendre progressivement comme ça, en se laissant couler, enfin, en se laissant rouler dans la direction de la plus forte pente. Ça va? Donc le gradient, c'est là où ça monte. Si je prends l'opposé, c'est là où ça descend. Le plus fort, pour pas faire des trop grands pas et passer d'un flanc de la montagne à l'autre flanc de la montagne, pour descendre juste un petit peu, je multiplie par gamma, qui est assez petit. Et après, il y a plein de stratégies pour savoir comment on fixe le gamma, est-ce qu'il doit changer ou pas. C'est pas dans ce cours-là qu'on va voir ça. C'est juste, voilà, cette méthode générale. Donc là, vous voyez, hein, suivant la valeur du gamma que vous prenez, ici, c'est assez smooth. Donc il commence par descendre comme ça et après, hop, il va vers là. Ici, j'ai un gamma qui est un peu plus grand. Là, vous voyez qu'il commence à faire des grands pas. Là, il saute, pouf, pouf. Et puis après, il se calme un petit peu là. Si j'avance un peu, s'il veut bien. Non, il veut plus. Alors là, c'est encore plus grand le gamma. Donc on est parti de là, hop, il a sauté là, il a sauté là, voilà. Et après il se calme et il va faire là. Et puis là, carrément, avec un gamma qui est vraiment trop grand, là, bon, il fait n'importe quoi, quoi. C'est comme si vous aviez plein de montagnes et puis qu'il saute d'une montagne à l'autre, quoi. Donc il n'y a aucune chance qu'il a, enfin, sauf un peu de chance, il va jamais se retrouver en bas de la vallée, quoi. Voilà, donc ce que je raconte là, je l'ai déjà dit, hein, le choix du gamma, il y a plein de méthodes pour les choisir. On peut au début choisir une certaine valeur et puis la faire décroître au fur et à mesure. On peut faire des gammas stochastiques, c'est-à-dire avec un petit tirage aléatoire aussi, mais bon, c'est hors de poste, c'est pas dans ce cours-là qu'on va voir ça. Hein. Nous, on va prendre un gamma suffisamment petit. Le problème, c'est que si vous prenez un gamma trop petit, bah, il va mettre du temps à avancer, quoi. Hein, il fait des petits pas. Mais en faisant des petits pas, il est quand même garanti d'arriver quand même à bon port, alors que s'il fait des grands pas, pas forcément. Voilà. Donc là, je vous ai juste résumé donc l'essentiel du cours 5. Les principaux algos et les seuls que j'ai détaillés vraiment, hein, donc c'est l'extrêmum d'une fonction avec Newton et la descente de gradient qu'on vient de voir là maintenant. Donc savoir calculer un gradient, très important, donc savoir faire des dérivées partielles. Et après, juste se déplacer dans la direction opposée au gradient avec un gamma suffisamment petit pour faire des petits pas. Pardon? Ce que j'ai mis, à chaque fois je mets un petit résumé comme ça. Ce qui est important, c'est ceux qui sont détaillés là. Le dernier algo qu'on vient de voir, descente de gradient, c'est celui-là le principal. Hein. Le but de ce cours-là, c'était de voir la descente de gradient. Merci.